Donc bonjour et bienvenue à tous. Donc dans cette première vidéo qui va servir d'énoncé de laboratoire, je vais vous guider dans la modélisation d'une transmission qui va être très semblable à celle que vous utiliserez pour la propulsion de votre véhicule 4x4 et qui sera facilement configurable donc pour s'adapter à vos choix de conception. Par la suite, dans une seconde vidéo, on fera l'assemblage et la mise en plan de cette transmission dans SolidWorks et finalement, vous la fabriquerez et l'assemblerez physiquement en atelier. Le modèle que vous allez réaliser ici, il sera le point de départ de votre conception de prototype que vous pourrez par la suite améliorer et configurer comme vous le voulez. Une des particularités de cette transmission et de ce projet en général, c'est que la fabrication va être principalement réalisée par découpe laser avec la technique d'assemblage de type T-Nut, donc qui est présentée ici, et qui permet d'assembler rapidement et solidement deux plaques faisant un angle de 90 degrés avec une vis et un écrou. Cette technique nécessite beaucoup moins de temps par rapport à une fabrication par usinage ou de l'impression 3D par exemple. Disons qu'en environ 1 heure, vous aurez fait la découpe complète de toutes les pièces de votre véhicule et de votre lance-frisbee. Ce laboratoire va également nous donner la chance de voir une technique de modélisation qui va permettre de lier de façon intelligente la géométrie de plusieurs pièces entre elles, mais sans créer de dépendance entre plusieurs fichiers. Je vous présenterai également comment utiliser la bibliothèque de conception de SolidWorks et quelques autres astuces pour améliorer votre productivité en CAO. J'assume ici que vous avez déjà suivi le cours de dessin technique TCH 007 de la session d'automne ou que vous possédez une expérience équivalente en SolidWorks. Donc assez parlé, on va se diriger vers SolidWorks, mais avant de commencer la modélisation de la transmission, on va réaliser la création de blocs qui sont en fait des esquisses qu'on placera dans la librairie de conception et qu'on pourra rapidement employer pour réaliser des découpes qui vont correspondre aux attaches de type T-Nut qu'on aura à utiliser plusieurs dizaines de fois dans ce projet. On va donc créer une pièce en millimètres. J'utilise ici le gabarit du cours de dessin TCH 007 qui est disponible sur les ordinateurs de l'ETS ou que vous pouvez également downloader depuis Moodle. Mais l'important ici, c'est surtout que la pièce soit en millimètres. Je crée une esquisse sur le plan de face sur laquelle je vais dessiner la croix qui correspond ici au logement de la vis et de l'écrou. Pour référence, j'ai mis dans la description de cette vidéo la référence McMaster des vis et des écrous utilisés dans ce projet. Donc une vis 440 où 4 correspond au diamètre et 40 au nombre de filets au pouce, d'une longueur de 1/2 pouce et un écrou numéro 4 qui va avec. Donc les dimensions de la vis et de l'écrou sont données sur les plans ici disponibles depuis le site de McMaster. J'ai déjà fait le téléchargement des fichiers 3D liés à ces pièces depuis le site de McMaster et on les utilisera plus tard lors de l'assemblage après la modélisation. Donc je vois ici que la vis a un diamètre de 0,112 pouces et une longueur d'1/2 pouce et que l'écrou a une distance entre ses faces parallèles de 1/4 de pouce et une épaisseur de 3/32 de pouce. Donc j'esquisse un rectangle comme ceci avec des lignes de construction à partir des points milieux et je cote la hauteur à 0,5 pouces moins 2,85 mm qui va correspondre à l'épaisseur de la plaque. Et je fixe la largeur ici à 0,112 pouces qui correspond au diamètre de la vis. Ensuite, je fixe la position du rectangle par rapport à l'origine, comme ceci. Je crée maintenant un nouveau rectangle dans la direction transversale par rapport au précédent pour le logement de l'écrou. Et je vais fixer sa largeur à 1/4 de pouce et sa hauteur à 3/32 de pouce. Je place ensuite le centre de ce rectangle sur l'axe central du précédent et je cote ici une distance de 1 mm.
Si vous remarquez, je n'ai laissé aucun jeu par rapport aux dimensions de la vis et de l'écrou, tout simplement parce qu'on va effectuer la découpe au laser, et puis le jeu va être créé automatiquement, puisque le laser a une certaine épaisseur, qui va être distribuée de part et d'autre par rapport au trajet de la découpe. On en reparlera plus tard lors de la fabrication. Toutes les géométries de l'esquisse sont totalement contraintes, puis je vais les transformer en géométrie de construction en les sélectionnant et en décochant et en recochant ici pour la construction. Ceci va me permettre de créer des genres de congés au sommet de tous les angles concaves de la géométrie pour limiter la concentration de contraintes à ces endroits et éviter de fragiliser les pièces. Donc je vais créer des cercles sur chacun des angles concaves, un à un. Après, je sélectionne tous les cercles. Et je les rends tous égaux. Et je cote l'un des diamètres à 1,5 mm. J'utilise ensuite l'outil Ajuster ou Trim pour couper les quarts de cercle à l'intérieur du trou, comme ceci. Et pour terminer, je vais connecter les sommets du contour avec des lignes. Donc au final, on obtient le trou pour le logement de la vis et de l'écrou. On va en plus ajouter sur cette esquisse la géométrie des dents qui viennent s'insérer dans des rainures pour consolider l'assemblage. Je vais créer un rectangle dont je fixe la largeur à 9 mm et la hauteur qui correspond à l'épaisseur des plaques d'acrylique, donc à 2,85 mm. Ensuite, je cote sa position horizontale par rapport à l'origine à 5 mm. Et je fixe sa position verticale par une relation comme ceci. Comme pour la première géométrie, je vais ajouter des cercles de 1,5 mm pour diminuer les concentrations de contraintes au coin concave de la dent. Je vais finir par symétriser cette dent par rapport à l'axe central, comme ceci. Donc ceci va compléter la première esquisse qu'on va mettre sous forme de bloc dans la librairie de conception. On va passer maintenant à la suivante. Pour ce deuxième bloc, on va réaliser le trou et les rainures pour le passage de la vis et des dents dans la plaque transversale. Donc comme précédemment, je crée une nouvelle esquisse, mais cette fois-ci sur le plan de dessus. À l'origine, je vais dessiner un cercle qui va correspondre au trou pour le passage de la vis. Donc je vais fixer le diamètre à 0,112 pouces. Ensuite, je vais dessiner la fente pour accueillir la dent. Donc je commence par faire un rectangle de 9 mm de large et dont l'épaisseur est celle de la plaque d'acrylique,
donc 2,85 mm. Et je vais coter donc la distance par rapport au centre à 5 mm. Ensuite, je fixe l'alignement avec l'origine. Je convertis tous les côtés de la fente en ligne de construction. Et pour éviter les concentrateurs de contraintes comme précédemment, j'ajoute des cercles aux 4 sommets de la fente. Ensuite, je les rends égaux. Et j'en cote un à 1,5 mm. Pour créer un ajustement avec un certain serrage autour de la dent, je dessine un arc à 3 points entre les deux cercles ici. Et je rends chacune de ces extrémités tangentes aux deux cercles. Et je fixe une distance d'interférence ici à 0,15 mm pour obtenir un serrage. Je vous rappelle que pour coter une distance du côté d'un arc plutôt que par son centre, il faut appuyer sur la touche majuscule lorsque vous sélectionnez l'arc pour la cote. Ensuite, je symétrise cet arc par rapport à cette ligne de construction. Et j'utilise l'outil Ajuster, ce qui va me permettre de former un contour unique que je complète avec des lignes comme ceci. J'ajoute un axe de construction vertical à l'origine et ça va me permettre de symétriser donc la rainure de gauche de l'autre côté du trou. Puis je valide pour sortir de l'esquisse. Il reste encore 2 derniers blocs à créer, mais ça va être beaucoup plus rapide puisque ce seront des sous-parties des 2 blocs précédents. Donc dans l'arbre, je sélectionne l'esquisse 1, je la copie avec CTRL-C, puis je sélectionne le plan de face et je colle l'esquisse par CTRL-V. De la même façon, je copie l'esquisse 2 et je la colle sur le plan de dessus avec CTRL-V. Ensuite, je désactive la vue des esquisses 1 et 2 pour y voir plus clair et j'édite l'esquisse 3. Mon but ici, c'est d'isoler la partie de l'esquisse qui correspond à une dent unique. Donc, je vais supprimer toute cette partie de l'esquisse. Ensuite, je vais repositionner la dent à l'origine et je sors de l'esquisse. De la même manière, j'édite l'esquisse 4 et je vais conserver uniquement la rainure qui correspond à une dent en supprimant toute cette partie. Je la repositionne à l'origine comme ceci et je sors de l'esquisse. Je suis maintenant prêt à créer mes blocs dans la bibliothèque de conception. Donc pour organiser un peu mon travail, je vais tout d'abord créer un nouveau dossier que je vais appeler TCH 098-bib-conception. Naturellement, je place ce dossier à un endroit approprié puisque je vais y placer tous les éléments qu'on utilisera de manière répétitive dans le projet. Ensuite, dans SolidWorks, depuis le volet des tâches qui se trouve ici, donc si jamais vous ne voyez pas le volet des tâches, faites un clic droit de souris depuis le haut de l'interface
aller dans Barre d'outils et cocher ici « Volet des tâches ». Donc, dans le volet des tâches, je sélectionne « Bibliothèque de conception » et je clique ici sur « Ajouter un emplacement de fichier ». Et je sélectionne le dossier que je viens de créer. Maintenant, ce dossier s'affiche dans la bibliothèque de conception. Je me place sur ce nouveau dossier dans la liste en cliquant dessus. Ensuite, depuis l'arbre de création, je viens faire glisser l'esquisse 1 comme ceci, jusque dans le dossier. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour sauvegarder le bloc. Ici, je peux donner le nom de ce bloc. Donc, je vais l'appeler tnote 4L05-1. On voit ici l'extension SLD-BLK qui correspond donc à un bloc de SolidWorks. Je peux également lui donner une description, mais je ne le ferai pas. Et je valide. Ce bloc va pouvoir maintenant être inséré dans n'importe quelle esquisse. Donc, je vais répéter ces opérations pour les 3 autres blocs pour les sauvegarder dans la bibliothèque de conception. Donc, je glisse l'esquisse 2. Je vais la nommer tnote 4L05-2. Même chose pour l'esquisse 3. Donc, on va l'appeler dans-1. Et encore une fois, pour l'esquisse 4, que j'appelle dans-2. Pour démontrer comment insérer ces blocs, eh bien, c'est le geste inverse de la création. Mais pour être capable de le démontrer, je dois absolument avoir une esquisse ouverte. Donc, ensuite, depuis la bibliothèque de conception, je glisse le bloc dans l'esquisse, comme ceci. Ensuite, à chaque fois que je clique, je vais déposer un bloc. On remarque que la couleur des entités du bloc sont grises, contrairement au bleu ou au noir que vous avez déjà vu jusqu'à présent, mais on en reparlera plus tard. On est maintenant prêt à réaliser la modélisation de la transmission. Cette transmission, elle est composée de 6 plaques d'acrylique découpées au laser, et on voit bien en les regardant que les dimensions et tous les éléments de ces plaques sont totalement liés les uns par rapport aux autres. Donc, pour faciliter ces liens entre toutes les pièces, au lieu de créer des pièces dans des fichiers individuels et de les combiner dans un assemblage, comme on vous l'a démontré dans le cours de dessin, on va ici créer toutes les pièces dans un même et unique fichier pièces en tant que corps volumiques séparés. Donc, ces corps volumiques seront totalement liés les uns aux autres, mais il n'y aura aucune dépendance entre des fichiers, ce qui, en général, a tendance à rendre les modèles très fragiles. Je vous présente ici rapidement un schéma de la transmission. On a au départ l'axe moteur sur lequel est monté un pignon qu'on va nommer engrenage 1. Ce pignon est connecté à un engrenage qu'on va appeler engrenage 2. Et ils sont séparés d'une distance entre axes qu'on appelle C1. L'engrenage 2 est un engrenage composé. Il est donc solidaire à un engrenage qu'on va appeler l'engrenage 3. Et finalement, l'engrenage 3 est couplé à l'engrenage 4 avec une distance entre axes C2. La transmission qu'on va réaliser ici dans SolidWorks, elle va être complètement configurable. Ça veut dire que la taille des engrenages et donc le ratio de transmission pourra être facilement modifié. Pour ce laboratoire, en fonction de votre numéro d'équipe, vous aurez une transmission de ratios différents à réaliser. Donc, pour les équipes paires, vous aurez donc une transmission au ratio de 11.2 à réaliser. Et pour les équipes impaires, vous aurez une transmission au ratio de 19.2 à réaliser. Mais dans le cadre de ce vidéo, je vais réaliser moi-même une transmission
de 7,68, mais naturellement, à la fin, vous n'aurez qu'à changer le nombre de dents des divers engrenages pour réaliser votre propre ratio. Pour débuter, je crée un nouveau fichier pièces SolidWorks au format TCH007. Puis ensuite, pour rendre votre modèle configurable et pour l'organiser, on va commencer par créer des variables que l'on va utiliser pour dimensionner le modèle et ça va vous permettre de le modifier facilement. Pour insérer des variables ou des équations, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans le cadre du cours de dessin, on va ici dans l'onglet Outils, puis on clique sur Équations. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous donner les noms des variables. Votre travail sera de compléter la valeur par les équations correspondantes que vous avez vues dans le cours sur les engrenages et les transmissions. Je commence ici par M, donc le module des engrenages. Je vais fixer la valeur à 0.5 parce que tous les engrenages du projet auront ce module. Et dans les commentaires, je peux ajouter ici module. Ensuite, on définit le nombre de dents des engrenages. Donc, on va commencer par l'engrenage 1, donc N1, donc l'engrenage qui est sur le moteur. Lui, il a 10 dents. Ensuite, N2, 16 dents. N3, 10 dents. N4, 48 dents. Donc ça suit le schéma que je vous ai présenté un peu plus tôt. Donc le ratio complet de la transmission, donc c'est bien 16 sur 10 multiplié par 48 sur 10, donc 7,68. On va maintenant rentrer les diamètres primitifs de ces engrenages, donc qui sont donnés par des relations qu'on a vues en cours. Donc pour cette première équation, je vais vous donner l'expression pour vous démontrer la façon de les entrer dans SolidWorks. Et ensuite, ce sera à vous de réaliser les suivantes. Donc on sait que le diamètre primitif est égal au module de l'engrenage multiplié par le nombre de dents. Donc pour l'engrenage 1, on a donc ici D1 qui va être égal à M, le module, multiplié par N1, donc le nombre de dents de l'engrenage 1. On voit ici qu'il faut absolument que les valeurs des variables soient entre guillemets comme ceci. Je vous présente ici la liste complète des variables que vous avez à entrer pour cette modélisation. Donc, mettez la vidéo sur pause, entrez toutes ces variables dans votre modèle et on se retrouve ensuite une fois que vous aurez réalisé ce travail. Maintenant que vous avez complété toutes ces équations pour la modélisation, donc j'appuie ici sur OK pour valider et je m'aperçois que maintenant, le dossier équations est apparu dans l'arbre. Donc si jamais je veux ajouter d'autres équations ou en éditer certaines, je clique avec le bouton droit de la souris et je sélectionne Gestion des équations. On va maintenant créer une esquisse sur le plan de face. Donc dans cette esquisse, je vais faire un dessin schématique de ma transmission. Donc je vais commencer ici par la sortie de ma transmission, donc par l'engrenage 4 que je vais placer sur l'origine. Donc je trace le cercle primitif et le cercle extérieur de l'engrenage 4. Je les transforme en géométrie de construction. Ensuite, je cote les diamètres. Et là, c'est important de commencer la cote par égal pour lier cette cote à la variable. Et donc ici, j'ai donc D4 extérieur et je valide. Je vois qu'il y a un signe de somme ici à côté de la cote, ce qui indique que c'est donc une équation, donc c'est lié à une variable. Et en éditant la cote, je peux afficher ici soit la valeur, soit la variable, en appuyant sur la terre. Si jamais je ne mets pas le signe égal devant la variable,
la cote va bien prendre la grandeur de la variable, mais elle ne va pas être liée à cette variable. Donc si jamais je modifie les équations ou la grandeur de la variable, cette cote ne changera pas. Donc il faut toujours que j'édite et j'ajoute ici égal avant la variable. Ensuite, je fais la même chose pour l'engrenage 3. Le cercle primitif. Et je vais donc coter ce diamètre égal D3. Et je rends ce cercle horizontal par rapport à l'origine. Et je cote la distance entre les engrenages comme la distance entre axes C2. Je trace ensuite l'engrenage 2 qui se trouve combiné à l'engrenage 3. Et je le cote égal à D2. Finalement, j'ajoute l'engrenage 1 qui est sur le moteur. Donc avec ici un diamètre D1. Et je fixe sa position horizontale par rapport aux autres engrenages. Et à une distance de C1 par rapport à l'engrenage 2. Si vous avez correctement rentré vos équations, vous devriez avoir que les cercles primitifs entre les engrenages 1 et 2 sont tangents et la même chose entre les engrenages 3 et 4. On va maintenant esquisser la forme du moteur à partir de la fiche technique ici. Donc on va juste faire la forme extérieure pour dimensionner la transmission et éviter les interférences. Donc je crée un cercle de 24 mm de diamètre. Ensuite, j'inclus un rectangle à l'intérieur. Puis je cote ce rectangle à 18,3 mm. Ensuite, je viens ajuster ici les arcs. Et je le place sur le pignon 1. Donc, je sors de l'esquisse et je m'assure que l'esquisse est bien visible ici. Je vais réaliser une nouvelle esquisse, encore une fois sur le plan de face. Et je vais tracer un rectangle assez large autour du schéma de ma transmission. Ensuite, en ligne de construction, je viens faire un cadre en forme de U à l'intérieur et qui va correspondre au bord des plaques de gauche, du bas et de droite de la transmission. Je cote ensuite la distance entre ces lignes et le schéma et je rends ça égal à la variable jeu.
ici, entre le bas du moteur et la ligne horizontale. Donc, il faut appuyer sur majuscule pour coter à partir de l'arc. Et je fixe ça également à jeu. Et à droite, toujours en appuyant sur la touche majuscule, du diamètre extérieur de l'engrenage 4 jusqu'au bord ici, je cote ça également égal à jeu. En haut, par contre, je vais coter ici comme étant égal à la variable marge. J'utilise maintenant l'outil décaler pour représenter l'épaisseur des plaques. Donc ici, il n'est pas possible d'entrer de variables directement dans le Property Manager de l'outil décalé. Donc j'inscris 2.85. Je sélectionne la chaîne à décaler. Je la décale vers l'extérieur. Et je coche ici sur Géométrie décalée pour conserver une géométrie de construction. Je valide. Et j'édite la cote ici pour la remplacer par la variable E qui est égale à l'épaisseur des parois d'acrylique. Finalement, pour totalement contraindre cette esquisse, je vais coter cette distance égale à la variable marge. Et la même chose pour celle-ci. Et encore celle-ci. Je vais maintenant extruder cette esquisse sur une distance borgne égale à la variable E, donc l'épaisseur de la plaque d'acrylique. Je valide. Maintenant, pour donner l'apparence de l'acrylique, je vais aller changer le matériau de la pièce. Donc, dans l'arbre, je clique avec le bouton droit ici et je sélectionne « Éditer le matériau ». Et parmi la liste des plastiques, je sélectionne ici « Acrylique » et j'applique. Je réalise maintenant des congés de 2 mm aux quatre coins de la plaque. Maintenant, dans l'arbre, je vois que j'ai un seul corps volumique que je vais venir copier 2 fois pour réaliser les 2 plaques ici et ici. Donc, pour utiliser l'outil copier, je viens dans la recherche de fonctions de SolidWorks et je tape copier. Et je peux cliquer dessus pour l'ouvrir ou simplement le glisser dans le gestionnaire de fonctions pour le rendre plus facilement disponible. Ensuite, je vais sélectionner le corps à copier. Je vais dans Translation. Et là, je vois que je vais créer une copie dans la direction Z négative de 11 mm. Je recommence et cette fois, je vais copier la dernière copie en effectuant encore une translation en Z négatif, mais cette fois-ci
de 33,45 mm. Donc la longueur du moteur plus l'épaisseur de la plaque d'acrylique. Maintenant, dans l'arbre, je constate que j'ai 3 corps volumiques indépendants. Je vais ensuite faire un enlèvement de matière dans la plaque du milieu. Donc, je commence par rendre cette esquisse visible. Ensuite, je crée une nouvelle esquisse sur cette face. Et je crée un rectangle aux dimensions du rectangle en ligne de construction ici. Ensuite, j'applique l'enlèvement de matière. Pour la condition de fin, je mets à travers tout. Mais attention, en bas, dans la zone d'action, je sélectionne la plaque du milieu ici pour que ce soit le seul corps affecté par la fonction. Ensuite, je coche ici « Basculer le côté pour enlever de la matière », ce qui va permettre d'enlever de la matière à l'extérieur de l'esquisse plutôt qu'à l'intérieur, comme c'est fait habituellement. Je valide. Pour la suite, je crée une nouvelle esquisse sur cette face. Je trace le rectangle suivant. Ensuite, j'extrude sur une distance borgne qui est égale à l'épaisseur, donc E. Et il faut que je m'assure que l'option « Fusionner le résultat » soit décochée. Et je valide. Je réalise une autre extrusion similaire en retournant la pièce. Je crée ma nouvelle esquisse. Je dessine mon rectangle. Et j'extrude encore une fois sur une distance de E. Et je fais attention que l'option « Fusionner le résultat » soit décochée. Ensuite, je valide. Et vous devriez avoir maintenant 5 corps volumiques séparés ici dans l'arbre de création. On va effectuer les perçages pour le passage des axes, du moteur et des roulements. Donc pour la première plaque ici, je crée une nouvelle esquisse. Je vais réaliser à l'origine le logement pour le roulement. Et je le cote avec la variable DIA-ROUL. Je fais ensuite le cercle qui correspond au trou pour le passage de l'axe. Et je le cote DIA-axe. J'applique maintenant un enlèvement de matière à travers tout, mais en sélectionnant uniquement ce corps dans la zone d'action de la fonction. Et je valide. De la même façon, j'ajoute une esquisse ici sur la face de la deuxième plaque. Je convertis les entités de l'esquisse précédente et j'ajoute un trou circulaire pour le passage de l'avant du moteur et je le cote DIA-MOT-AV. J'applique un enlèvement de matière à travers tout, toujours en m'assurant de ne l'appliquer uniquement que sur la plaque du milieu. Finalement,
je réalise les perçages sur la dernière plaque. Donc, je crée une esquisse sur la plaque. Je convertis le trou de passage du roulement. Et je dessine le trou de passage de l'arrière du moteur. Donc, je cote le cercle à DIA-MOT-AR. On va ensuite ajouter deux rainures pour le passage des fils du moteur. Donc, à partir du centre du cercle précédent, je trace un nouveau cercle. Je le convertis en ligne de construction. Et je cote son diamètre à 14,5 mm. Je trace ensuite une ligne par son point milieu, également en ligne de construction. Je la débute à partir du centre des cercles et je rejoins le cercle extérieur en faisant un angle comme ceci. On va ensuite coter l'orientation du segment avec l'outil de cote. Donc en cliquant une première fois sur le segment, puis une seconde sur son extrémité ici. Je clique ensuite sur la flèche verticale vers le bas pour fixer la référence de l'angle de la cote. Ensuite, je la place ici et j'entre une valeur de 30 degrés. Je trace de nouveau une ligne de construction par son centre, perpendiculaire à la précédente, en me servant des relations géométriques automatiques, en jaune ici, comme ceci. Je vais maintenant ajouter une première rainure courbe par son centre, à partir du point ici. Puis je clique sur le cercle de construction pour fixer à une position approximative le point de départ de la rainure. Et ici, le point de fin. Ensuite, je déplace le point de centre de la rainure pour le rendre coïncident au point d'intersection ici. Puis je cote la longueur de la rainure à 4 mm, comme ceci, et son rayon à 2 mm. Je vais ensuite faire la symétrie de cette rainure par rapport à cet axe. Pour terminer l'esquisse, je déplace toutes ces géométries au centre du trou correspondant au moteur, comme ceci, et j'effectue l'enlèvement de matière, comme pour les deux plaques précédentes. On va maintenant créer le système d'attache par T-Note et dents en utilisant les blocs qu'on a créés au début de ce travail. Donc, on commence par la plaque du dessous. Je déroule dans l'arbre corps volumique. Ensuite, je sélectionne la plaque. Et pour y voir plus clair, dans l'arbre, avec un clic droit de la souris, je sélectionne ici « Isoler ». Ensuite, je crée une nouvelle esquisse.
Et puis, depuis le volet des tâches, je vais glisser le bloc dans 1 vers cette esquisse et je vais déposer 4 copies. La géométrie de ces blocs est totalement contrainte. Il reste simplement à définir leur position et leur orientation. Pour fixer leur position, je rends coïncident le point ici de chaque bloc au centre de chaque côté de la plaque. À chaque fois, je m'assure que une relation d'esquisse est bien ajoutée. Maintenant, pour fixer l'orientation, je commence par tourner le bloc en l'agrippant par un de ses sommets et je le place dans une position qui est proche de son orientation finale. Ensuite, j'ajoute une contrainte soit verticale, soit horizontale pour contraindre l'orientation. Donc, je vais répéter ces étapes pour chacun des blocs. Mes blocs et mon esquisse sont maintenant totalement contraints et éventuellement, au besoin, je peux venir éditer les blocs simplement en cliquant dessus. Je vois ici que je peux changer l'échelle du bloc et je peux même éditer sa géométrie en cliquant ici. Mais dans le cas ici, on ne touchera pas à ça. On va extruder cette esquisse maintenant pour ajouter les dents à la plaque. Donc j'extrude l'esquisse. Je fixe la distance d'extrusion à borgne est égale à E. Dans les contours sélectionnés, je vais choisir les 4 rectangles. Ensuite, j'inverse la direction d'extrusion. Dans la zone d'action, ici en bas, je vais sélectionner uniquement la plaque et je valide. Pour compléter ces dents, je sélectionne l'esquisse de l'extrusion et je vais effectuer un enlèvement de matière. Donc, à travers tout. Pour les contours sélectionnés, je vais choisir les demi-cercles qui vont permettre de réduire les concentrations de contraintes. Et dans la zone d'action de la fonction, encore une fois, je vais uniquement sélectionner la plaque actuelle. Encore une fois, je valide. Et je vois que j'ai bien créé les 4 dents rapidement avec des blocs. Je quitte le mode isolé et je vais effectuer un travail similaire sur la plaque verticale du milieu. Donc j'isole cette plaque. Ensuite, je crée une esquisse. Je glisse ensuite le bloc de dents et j'en fais 3 copies. Je fixe cette dent au milieu du côté en bas ici. Mais pour les 2 autres dents, je ne vais pas les fixer au milieu de la face. Donc, je vais mettre une cote à la place. Donc, je vais fixer ce point du bloc à ce côté. La même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais pivoter le bloc. Et je fixe l'orientation comme tout à l'heure. Je cote la distance de ce côté de la dent jusqu'au haut de la plaque à 2,5 mm.
Finalement, j'ajoute une relation de coïncidence pour lier la position des deux dents ensemble. Comme tout à l'heure, je réalise l'extrusion et l'enlèvement de matière. Je quitte le mode isolé et on va poursuivre la modélisation en créant les attaches T-Nut sur la plaque du côté gauche. Donc ça va être très similaire à ce qu'on vient de faire. Donc je commence par isoler la plaque. Je crée une esquisse. Et puis depuis la bibliothèque de conception, j'insère le bloc T-Nut 1 en 2 copies. Je repositionne ensuite ces blocs pour que ce point soit au milieu des côtés verticaux. Je fais tourner ensuite les blocs proches de leur position finale et je fixe leur orientation avec des relations verticales. Je quitte maintenant le mode isolé. J'ai un petit problème ici, même si ce n'est peut-être pas évident à voir. On n'a que l'écrou qui sera placé dans cette partie du bloc est en interférence avec la plaque ici. Donc pour éviter cette interférence, je vais éditer ce bloc pour le modifier. Donc je clique sur le bloc, puis je sélectionne ici Éditer. Ensuite, je vais venir modifier la cote ici de 1 mm et je la remplace par 2 mm. Puis je clique ici pour sortir de l'édition du bloc. Par ce changement, j'ai donc éliminé le risque d'interférence. Donc, dans certains cas, lors de votre conception de prototype, vous aurez probablement à modifier des blocs en fonction des problématiques rencontrées. Pour poursuivre, je vais ajouter 2 blocs dans 2 à l'esquisse. Je repère avec des lignes de construction le centre de la position de ces dents, ici, et ici. Je fixe ensuite la position des blocs aux lignes de construction et je fixe l'orientation des blocs. Je vais maintenant réaliser l'extrusion des dents de cette esquisse. Donc je crée une extrusion borne d'une distance égale à E. Je vais choisir les contours
des 4 rectangles, donc des 4 dents. Et dans la zone d'action de la fonction, choisis uniquement cette plaque. Je valide. Puis maintenant, je vais effectuer un enlèvement de matière extrudée. Donc, je resélectionne l'esquisse. Je fais mon enlèvement de matière. Donc, à travers tout. Et là, je vais sélectionner mes 12 contours. Et je sélectionne encore une fois cette plaque dans la zone d'action. Et je valide. Donc, je vois ici que la transmission commence à prendre forme. Je viens maintenant sur cette face et je crée une nouvelle esquisse. Comme précédemment, je rends la plaque invisible. Et je vais ajouter un bloc T-Note 2 et un bloc dent 2. Donc, j'utilise des lignes de construction pour identifier la position de ces blocs. Donc, je viens fixer les blocs au centre de ces lignes de construction. Puis j'ajoute ensuite des relations horizontales et verticales pour fixer l'orientation. Je crée une symétrie du bloc T-Note 2 par rapport à l'axe de construction ici. Je réactive la visibilité de cette plaque. Je crée maintenant un enlèvement de matière à travers tout en sélectionnant comme zone d'action la première et également la dernière des pièces ici. Donc je valide et j'obtiens le passage des dents et de la vis pour les deux plaques. Plus que 2 étapes et on aura fini. Donc on va aller faire le trou qui accueille la dent en dessous. Donc je crois que vous connaissez les étapes. Donc je vais réaliser ça rapidement et je vous laisse le faire de votre côté.
Donc la dernière étape pour finir cette modélisation, c'est qu'on va symétriser donc la plaque gauche ici vers le côté droit. Donc pour faire ça, j'ai besoin d'un plan de référence. Donc je viens ici dans Géométrie de référence. Je sélectionne Plan. Ensuite, je vais sélectionner cette surface et cette surface pour créer un plan milieu entre ces deux surfaces. J'active ensuite la fonction de symétrie et je choisis le corps à symétriser. Je m'assure que fusionner les pièces volumiques est décoché et je valide. Voilà ce qui complète la modélisation du boîtier de transmission. Mais avant de terminer, on va effectuer quelques vérifications pour s'assurer que le boîtier a été correctement modélisé. Donc d'abord dans l'arbre, vous devriez avoir ici 6 corps volumiques indépendants. Ensuite, pour vous permettre de les comparer aux vôtres, je vais les isoler un à un. Donc vous pouvez vérifier si les attaches, donc T-nut et les trous, sont bien présents et ont l'air d'être correctement dimensionnés. Donc si tout semble correct, voilà ce qui termine cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on procédera à l'assemblage et à la mise en plan sur SolidWorks pour être ensuite en mesure de réaliser la découpe laser des plaques d'acrylique et l'assemblage physique de la transmission complète. Merci et bon laboratoire.